M. Simoneau qui va donner sa présentation en français. M. Denis Simoneau est un économiste diplômé de l'École nationale d'administration à Paris. Il était membre du service diplomatique français depuis 1988 jusqu'à 2005. Je traduis parce que je l'ai fait en anglais. Il a fait l'Inde, l'Afrique du Sud. Il est revenu à Paris comme conseiller auprès du ministre des Affaires européennes, ensuite à Bruxelles. Ensuite, il est parti à Houston pour travailler sur l'énergie. Pendant la présidence française de l'Europe, du Conseil de l'Europe, M. Simoneau a joué un grand rôle, notamment en énergie. Actuellement, M. Simoneau est membre du comité exécutif en charge des relations internationales au sein du groupe Engie, GDF Suez. M. Simoneau va donner une présentation sur les récentes découvertes dans l'Est méditerranéen et sur une possible coopération régionale. Denis, c'est à toi pour 14 minutes. Merci. Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci de cette introduction. Je me permets effectivement peut-être de parler en français, comme nous sommes à l'École supérieure des affaires. Je me suis dit qu'un peu de langue française pourrait faire du bien. Et pardonnez-moi donc de le faire dans la langue de Molière. Je voulais tout d'abord remercier évidemment les organisateurs, Monsieur Moustapha Assad, merci beaucoup de votre invitation, Monsieur Fouad Maghzoumi, merci également, Monsieur Camille Menassa, et puis j'associerai Jean-Paul Sabag qui m'a permis d'intégrer le cercle restreint des speakers aujourd'hui à Beyrouth. C'est un plaisir en tout cas pour moi de revenir à Beyrouth, une ville que j'aime beaucoup et où je suis venu déjà plusieurs fois. Vous l'avez dit, en effet, Engie, c'est le nouveau nom de GDF Suez, donc Gaz de France Suez. Ces deux entreprises ont fusionné en 2008. Gaz de France était une entreprise publique qui avait le monopole du gaz en France, et Suez était une entreprise privée qui avait construit le canal de Suez, d'où son nom, en 1859, et qui était le premier partenariat public-privé, en quelque sorte, au XIXe siècle déjà. Je voulais aujourd'hui, même si Engie est peu présent au Liban, je voulais intervenir sur 3 points, si vous me permettez. D'abord, vous rappeler, ça a été dit ce matin, notamment par M. Pistelli, que je salue. Premier point, peut-être sur l'importance du gaz en Europe. Et je crois qu'il faut qu'on ait ça en tête quand on parle du Liban en particulier. Deuxièmement, je reviendrai rapidement sur les différentes découvertes. Vous les connaissez bien, mais je voudrais quand même en dire un mot. Et puis, je terminerai effectivement sur la coopération régionale qui me paraît essentielle pour pouvoir développer l'ensemble de ces champs gaziers ou pétroliers. D'abord, quelques mots sur le gaz en Europe, parce que je suis persuadé, effectivement, comme cela a été dit ce matin, que le gaz a un grand avenir, non seulement en Europe, mais dans le monde. Mais en tout cas, s'agissant de l'Europe, il faut constater que vous avez eu, en 2014, une augmentation de plus de 4% de la consommation de gaz, alors qu'entre 2008 et 2014, c'était resté plutôt stable. Mais c'était resté plutôt stable pour 2 raisons principales. Je vais dire 3 raisons principales. Première raison, c'est que vous aviez une crise économique qui a frappé l'ensemble des pays européens et de l'Union européenne entre 2008 et 2014. Deuxième raison, c'est que vous avez eu une forte compétitivité du charbon en Europe, puisqu'il y a eu un excédent de production de charbon, notamment aux États-Unis, du fait du développement du gaz de schiste. Et donc le charbon très bon marché est arrivé en Europe, et beaucoup d'investisseurs ont décidé finalement d'investir dans le charbon plutôt que dans le gaz ou dans d'autres ressources. Enfin, troisièmement, à cause et grâce aux efforts d'efficacité énergétique qui ont permis une réduction de la consommation d'énergie en Europe.
Mais je pense que nous sommes maintenant dans une phase qui est un peu différente. Nous avons observé donc une augmentation en 2014 et je suis convaincu que nous allons continuer à observer cette augmentation. Pourquoi ? D'abord parce que l'économie européenne se porte un peu mieux dans beaucoup d'États membres et permet donc une relance économique. Deuxièmement, parce que si vous regardez les sources aujourd'hui de base de la production, notamment électrique en Europe, comme je l'indiquais, il y a beaucoup de charbon encore et il y a beaucoup de nucléaire. Vous voyez bien que ces deux sources aujourd'hui sont un peu menacées. Le charbon, on en a parlé ce matin et on constate que beaucoup d'entreprises sont en train de sortir progressivement du charbon. Et le nucléaire fait face à des difficultés sérieuses. Donc la source de base pour l'électricité aujourd'hui est plutôt le gaz et donc est promis à un grand avenir. Deuxième grande raison, c'est que vous avez entendu parler aussi ce matin de la COP 21 qui s'est tenue à Paris. Et il apparaît que dans cette transition ou dans cette révolution énergétique, comme l'évoquait Amos Oxine ce matin, eh bien, le gaz est le principal accompagnateur de la transition énergétique, notamment pour le développement des énergies renouvelables. Nous le constatons, nous, ENGIE, non seulement en Europe, mais sur tous les continents. Je prends juste deux exemples. Si vous regardez ce qui se passe aujourd'hui au Maroc, par exemple, vous avez un projet de développement du réseau gazier extrêmement important pour accompagner une transition énergétique qui a déjà commencé au Maroc, sur l'éolien et sur le solaire. Autre exemple, vous prenez l'exemple de la Chine. Nous travaillons beaucoup aujourd'hui avec les grandes villes chinoises qui sont en train de développer le gaz au détriment du charbon. Pour ceux d'entre vous qui vous êtes rendus dans les villes chinoises récemment, vous avez constaté qu'on ne voit à peine le ciel et que la pollution par les particules fines est extrêmement importante. Donc le développement du gaz est vu comme un moyen de réduire cette pollution. Donc pour toutes ces raisons, nous sommes convaincus que le gaz a un grand avenir, non seulement dans le monde, non seulement en Europe, mais dans le monde entier. Je voulais aussi rapidement rappeler que le gaz est aujourd'hui une source qui est assez abondante. On a vu effectivement les développements du gaz de schiste aux États-Unis, et vous avez un certain nombre de découvertes importantes, ce qui me permet de venir à la région. Alors j'avais une carte, j'avais deux cartes, alors peut-être, je ne sais pas s'il faut que j'appuie quelque chose, sans doute. Voilà. Je termine juste sur l'Europe pour vous montrer quand même qu'aujourd'hui, les principales sources d'approvisionnement en gaz sont des sources qui viennent de l'Est, et en particulier de la Russie. Il y a une forte dépendance d'un certain nombre d'États membres vis-à-vis du gaz russe. Et nous sommes justement dans une réflexion sur la façon de diversifier nos ressources. Alors, ce qui n'apparaît pas très clairement sur cette carte, mais c'est l'ensemble des terminaux de LNG, de gaz naturel liquéfié. Il y en a une vingtaine aujourd'hui en Europe. Il y a des nouveaux projets qui sont apparus, notamment en Pologne, en Lituanie. Il y a un projet important en Croatie. Et nous sommes ouverts, grâce à ce gaz naturel liquéfié, à une forte diversification, puisque du gaz pourrait venir de différentes régions. Amos Oxine a évoqué le gaz américain, mais nous pourrions tout à fait imaginer que du gaz vienne effectivement de l'Est de la Méditerranée, et c'est donc là-dessus que je voulais poursuivre. Je voulais simplement rappeler effectivement les différentes découvertes qui ont été faites dans la région. Vous les connaissez, mais cette carte est assez intéressante puisqu'elle montre bien, en effet, que la plupart des pays de la région ont commencé à travailler sur leurs ressources gazières et pétrolières. En revanche, le Liban est un petit peu en retard. Donc, je crois que ça serait tout à fait souhaitable, effectivement, et je salue la présentation qui a été faite ce matin par M. Zahabi sur toutes les conditions qui ont été mises en place pour le développement de l'exploration-production au Liban. Je crois que maintenant, c'est effectivement au personnel politique, avec le soutien des entreprises internationales, de passer à l'action. Mais vous le voyez bien, les autres pays ont déjà commencé activement, que ce soit l'Égypte, bien entendu, où nous sommes nous-mêmes producteurs de gaz, que ce soit Israël, que ce soit Chypre. Et dans ce contexte, je crois que ce qui est important de souligner, c'est effectivement la possibilité qui s'offre à tous ces pays de renforcer leur économie
par le développement de leurs exportations. Ce que je voulais dire à cet instant, c'est que nous avons aujourd'hui donc un ensemble de découvertes extrêmement considérables dans la zone. La question qui se pose, c'est de savoir quelle part sera réservée pour la consommation domestique et quelle part sera réservée pour l'exportation. Je prends l'exemple de l'Égypte, puisque c'est un pays où nous sommes actifs. Nous avons observé depuis maintenant à peu près 5 ans un tarissement de l'exportation de gaz depuis l'Égypte. Nous sommes à la fois producteurs, mais nous sommes aussi acheteurs de gaz naturel liquéfié depuis le terminal de Itkou, que vous voyez sur la carte ici, près d'Alexandrie. L'Égypte a besoin aujourd'hui d'une forte consommation de gaz pour subvenir à ses besoins, notamment de production électrique. Et c'est un des résultats importants du gouvernement du maréchal Sissi, depuis qu'il a pris le pouvoir en Égypte, d'avoir rétabli une consommation électrique suffisante et d'éviter les coupures régulières qui survenaient auparavant. Et de ce fait, la disponibilité de gaz pour l'exportation est quasi nulle aujourd'hui. Elle est même totalement nulle. Nous n'avons pas pu exporter depuis le terminal d'Itkou. Et par conséquent, nous travaillons aujourd'hui avec d'autres entreprises, et notamment Shell et IGAS, pour voir dans quelle mesure nous ne pourrions pas utiliser cette facilité qui existe déjà, cette infrastructure qui existe déjà et qui est sous-utilisée, pour pouvoir y amener des productions de la zone et pouvoir ensuite les réexporter à partir du terminal de Itkou. C'est une des solutions possibles. Vous le voyez sur la carte, il y a d'autres solutions. On a évoqué effectivement la possibilité d'exporter le gaz via Chypre ou via la Turquie. Il y a des considérations évidemment politiques qui sont importantes dans ce domaine-là. Je vais y revenir dans un instant. Il y a aussi des considérations techniques, puisque construire un pipe sous la mer dans cette zone n'est pas forcément évident. Ce sont des choses que nous avons regardées, mais c'est faisable si on y met évidemment le prix. Une autre possibilité, évidemment, est de faire revenir le gaz onshore, je dirais, sur la côte, soit au Liban, quand le Liban aura commencé à produire, soit en Israël pour les champs de Léviathan et de Tamar, soit en Égypte, comme je l'évoquais précédemment. Donc vous voyez, ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a une multitude de possibilités, mais que toutes ne se feront pas. C'est-à-dire qu'il faudra faire des choix, et que dans ces choix, il y aura des gagnants, il y aura, pas forcément des perdants, mais en tout cas des moindres gagnants. Et donc je voulais terminer, pour ne pas être trop long, mes propos, pour vous dire que je crois que ce qui est important aujourd'hui, au-delà du démarrage de l'exploration-production ici au Liban, c'est de travailler à cette coopération régionale. Monsieur Pistelli en a parlé ce matin, c'est vrai que l'Union européenne s'est faite sur le charbon et sur l'acier. Et aujourd'hui, nous travaillons à l'union de l'énergie entre les 28 États membres de l'Union et avec nos partenaires, avec nos voisins. Moi, je suis convaincu que nous avons ici, avec cette zone, un État membre, Chypre. Chypre est membre de l'Union européenne. Alors bien sûr, il y a à Chypre les difficultés entre le nord et le sud. J'ai le sentiment que les choses évoluent un peu, et j'espère qu'elles continueront à évoluer, ce qui faciliterait les choses. Mais nous avons en tout cas, avec tous les pays de la région, un partenariat Union européenne, Turquie, Union européenne, Liban, Union européenne, Israël, Union européenne, Égypte. Et donc l'appel que je vous lance aujourd'hui, c'est de dire que nous avons besoin de cette coopération régionale, vous avez besoin de cette coopération régionale, et que vous avez deux alliés, je dirais, au-delà des pays eux-mêmes, qui sont d'une part l'Union européenne. La Commission européenne travaille ces sujets, et je crois que c'est important de travailler avec elle. Et vous avez un petit organisme, mais qui est assez connu, qui s'appelle l'Observatoire méditerranéen de l'énergie, l'OME, qui est une toute petite structure, mais qui a travaillé en appui de la Commission européenne pour développer ce que l'on appelle la plateforme gaz Méditerranée. Et donc je vous encourage à travailler avec ces organismes, à faire en sorte que nous ayons effectivement d'ici quelques années non seulement une production, mais aussi une capacité exportatrice. En conclusion, je dirais que, évidemment, ces perspectives sont très importantes pour le développement économique de votre pays, pour le développement économique de la région. Cela créera des emplois, cela créera
une activité économique majeure. C'est important aussi pour attirer les investisseurs. C'est vrai que nous avons, à l'époque GDF Suez, nous n'étions pas encore Engie, il y a 3 ans, regardé les opportunités au Liban. Nous avons, je dois le dire, été un peu découragés du fait que les choses n'avançaient pas. Et je crois que ce qui est important aussi, ça a été dit, mais je voulais le souligner, parce que j'ai l'honneur aussi de présider la commission internationale anticorruption et responsabilité sociale d'entreprise de la Chambre de commerce internationale, que les investisseurs étrangers viendront évidemment si les conditions régulatoires, si les conditions juridiques, si les conditions financières et si les conditions éthiques sont respectées. Et je crois que ça, c'est un point important. Beaucoup de choses ont été dites ce matin. Je crois que d'autres choses seront dites cet après-midi. En tout cas, moi, j'ai confiance dans le Liban, j'ai confiance dans ses perspectives et je ferai tout ce que je peux pour soutenir ces perspectives. Je vous remercie.